Bien, il est 11h04. Merci 0826 300 300. Nous allons rebondir sur des propos tenus par Gérald Darmanin. C'était jeudi soir sur C8. Gérald Darmanin qui a indiqué qu'il souhaitait généraliser l'expulsion des familles de délinquants de leur logement social quand ces familles ont été défaillantes. Le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il avait fait expulser de son logement social la famille d'un jeune qui, en faisant du rodéo sauvage à moto, avait blessé très grièvement début août à Pontoise 2 enfants qui jouaient. Je me souviens très bien de ce fait divers. Alors avec nous, pour parler de ce sujet, nous avons en studio Jean-Pierre Rosenzweig, qui est magistrat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président du tribunal pour enfants de Bobigny pendant 22 ans. Hein, Jean-Pierre Rosenzweig. François Piquemal, qui est député LFI. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous appellerons Anthony Boré, qui est président de Côte d'Azur Habitat, bailleur social, premier adjoint au maire de Nice. Et puis tout à l'heure, maître Romain Rossilandi, qui est avocat spécialisé en droit immobilier. Bien. Je commence. Tiens, au passage, François Piquemal, il y a la motion de censure LFI là, cet après-midi, non? Oui, à 16h. Rendez-vous sur la chaîne parlementaire pour suivre tout ça. Oui, tout le monde va voter, même le grand absent de l'Assemblée nationale? Ah, ça, je pense, puisqu'il y a des procurations et quand on est en arrêt maladie, on a le droit à des procurations. Je pense à Quatennens, évidemment. Oui, j'ai bien compris. Bon, c'est Manuel Bompard, d'ailleurs, qui votera pour lui. Hein. Bon, écoutez. Voilà. Bon, passons au HLM, pas que le HLM d'ailleurs, passons aux logements sociaux, des familles de délinquants. Alors, il faut rappeler les choses, d'abord peut-être rappeler la loi, Jean-Pierre Rosenzweig. Quelle est la loi aujourd'hui? Est-ce qu'un maire peut tout seul décider d'expulser, ou un bailleur social, d'expulser une famille parce que le fils ou la fille est délinquant ou délinquante? Au passage, c'est pas la famille qui est signataire du contrat. Oui. C'est une personne. Une personne de la famille, oui. La famille, c'est plus large. Oui. Mais c'est un des points du sujet. Non, bien sûr. Un maire ou un bailleur social, tout seul, ne peut pas expulser. Il peut le souhaiter qu'il y ait l'expulsion. Mais dans ce pays qui est un état de droit et qui garantit les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à bénéficier d'un domicile, c'est la justice. On n'est pas dans un autre pays, on est en France. Après, il faut qu'il y ait un trouble à l'ordre public, bien évidemment. Il faut qu'il y ait des nuisances sonores, olfactives ou autres, des troubles, j'allais dire, qui perturbent le voisinage pour justifier la rupture d'un contrat, puisque c'est un contrat, le contrat de location. Au passage, pourquoi seulement les bailleurs sociaux ? C'est une question qui peut se poser n'importe où. Pour le propriétaire privé. Ici, dans le 16e arrondissement, comme à la Courneuve, à Ouastin ou ailleurs. Mais bien sûr. Oui, mais la différence, c'est que le bailleur social, et tout à l'heure, je serai avec Anthony Boré, qui est président de Côte d'Azur Habitat, le bailleur social, là, c'est la mairie. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des délinquants partout. De quelle délinquance parle-t-on? Oui. Voilà. Donc, la question posée, c'est doit-on expulser des familles de délinquants? D'abord, qu'est-ce qu'un délinquant? C'est quelqu'un qui a commis un délit ou un crime, mais qui, par ailleurs, a été tenu comme tel par la justice. Donc il faut qu'il y ait une décision de justice. Mais c'est pas seulement le fait d'avoir été arrêté. Il faut qu'il y ait une décision de justice. Mais regardez ce qui s'est passé à Pontoise. C'était en août 2021. Expulsion de la famille de l'auteur d'un rodéo qui avait blessé grièvement 2 enfants. Je l'entends. Je parle pas du drame, bien sûr, qui s'est passé. Mais quel est le lien entre le rodéo et la sanction qui a été imposée à la famille? Il peut y avoir un lien. Si par exemple... Mais le juge a estimé qu'il y avait un lien, puisque... Je ne connais pas le dossier, là. Pour le coup, je ne me retranche pas derrière... Oui, non, mais bien sûr, je ne connais pas le dossier. Je m'interroge, comme magistrat, comme simple citoyen, je m'interroge entre le lien entre le rodéo et la décision de rompre le contrat de location. Oui. Je ne vois pas. Si on m'explique qu'il y a des liens, je l'entendrai. Apparemment, des magistrats les ont trouvés. Oui. Et je ne les vois pas. François Piquemal. Oui. Que pensez-vous sur cette annonce, de cette intention? Sur cette annonce, je pense qu'on va le voir au cours de cette heure. Sur le fond, ça ne tient ni au bon sens, ni au principe d'égalité devant nos principes républicains. Sur la forme,
Moi, ça m'interroge cette séquence et cette annonce de Monsieur Darmanin, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça cache? Non mais attendez, non, mais le fond. mais il se passe en ce moment quelque chose. Puisqu'on parle de délinquance, il se passe en ce moment quelque chose de grave. C'est le démantèlement de la police judiciaire. Moi, la semaine dernière, j'étais aux côtés des policiers judiciaires de Toulouse. Non mais attendez, là vous êtes en train de on est en train de démanteler un service qui est en pointe de notre vous faites police de la nationale. politique. Ça, je connais par cœur. Qui Vous lutte savez, contre la je grande pose une criminalité. question. Je Et pose comme une par question. hasard, Monsieur Darmanin va chez Hanouna faire ses annonces démagogiques. Voilà. Vous savez comment on pratique les responsables politiques? Je vous connais par cœur. C'est très simple. Je pose une question. Ne me regardez pas, Monsieur Bourret. Non, je ne vous regarde pas, Jean-Pierre Je vais venir sur le fond, Monsieur Bourdin. Je vais venir sur le fond. Non, mais c'est toujours la même. Je vais vous répondre, mais... Et là, on est embarqué sur un autre sujet, mais un autre sujet. Il faut quand même contextualiser pour nos auditeurs la temporalité de cette annonce. Dites-moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin à propos de l'expulsion des HLM, des logements sociaux, des familles de délinquants. Qui avait déjà été dit par d'autres il y a 10 ans ou 20 ans. Ça a déjà été dit par d'autres. Il n'a jamais pu se mettre en œuvre. Exactement. Pour des raisons. C'est moi le fond qui m'intéresse. Je ne veux pas vous parler de la colère dans la police judiciaire. Alors poussons allez-y sur le fond. Démagogique de Darmanin sur le fond. On veut expulser les familles de délinquants de leur logement. Oui. Pourquoi cela ne s'appliquerait-il pas à ce moment-là aux familles, par exemple, qui vivent ailleurs que dans le logement social? Est-ce que parce que Nicolas Sarkozy a été condamné, on doit expulser de son logement Carla Bruni? Je ne pensais pas prendre cette position et la défense de Carla Bruni, mais je pense que quelqu'un n'est pas responsable des actes de son mari, de sa sœur, de son frère, d'un de son logement père. social. Et et pourquoi, quand vous êtes locataire de logement social, vous devriez subir ce régime d'exception? Pas si la comparaison... ça ne me gêne pas que vous fassiez toutes les comparaisons du monde. Mais c'est une rupture d'égalité devant la loi, si on suit le raisonnement. Mais ce raisonnement est absurde, parce qu'effectivement, si vous avez votre frère, votre sœur, votre mère, votre père, qui a un excès de vitesse, qui est condamné, est-ce que vous en êtes responsable? Mais tout dépend de l'acte de délinquance, peut-être, non? Tout dépend de l'acte de délinquance. Il y a deux problèmes. Excusez-moi de parler en droit, mais je suis magistrat. Oui, je sais. Mais il y a deux problèmes qui sont posés. Le premier, c'est l'individualisation de la sanction. On ne peut être puni, en l'espèce, être privé d'appartement, que si on a commis une faute. En quoi le frère, la sœur, le grand-père, la grand-mère qui vivent avec le jeune, si c'est un jeune, il n'y a pas que des jeunes qui sont délinquants. Je vous rappelle que la délinquance des jeunes, c'est seulement 20% de la délinquance globale. Il y a quand même 80% des gens qui sont adultes, qui commettent des délits. Mais en quoi le frère, la sœur, le père, la grand-mère doivent-ils être punis pour un acte commis par une tierce personne? C'est le principe de l'individualisation des sanctions. Sinon, c'est une responsabilité collective. C'est une autre société qu'on nous propose. Deuxièmement, pour être puni, encore faut-il qu'on ait commis une faute. Quelle est la faute commise par quelqu'un qui vit dans un appartement dans le fait que quelqu'un qui y vit a commis un crime ou un délit? Où est le lien? Alors, en revanche, il y a un trouble au voisinage, un trouble d'ordre public, oui, bien évidemment. Il ne faut pas se raconter de blagues. Monsieur Darmanin ne vient pas sur ce sujet par le plus grand des hasards. Il y a effectivement un certain nombre de familles dans certains quartiers qui peuvent être vécues comme étant des sources d'insécurité. Et qui bénéficient, de la délinquance de l'un des membres de la famille. Par exemple, le trafic de stupéfiants. On peut même aller plus loin, non pas qui en bénéficient, mais qui sont complices. Bien entendu. Je l'ai vu comme magistrat, qui en sont complices. C'est autre chose. Mais là encore, la question qui est posée, en quoi bénéficier du trafic de drogue de quelqu'un justifie-t-il qu'on soit... Est-ce un trouble de voisinage? Pour qu'il y ait rupture du contrat de location, il faut qu'il y ait un trouble qui soit posé. Ou alors c'est autre chose. Mais inventons, j'allais dire, autre chose. Bien, alors, je vais prendre Bernard, qui est à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Vous allez répondre à Bernard, François Picmal. Allons-y. Mais on va observer une petite pause. Il est 11h12, à tout de suite. Bien. Généraliser l'expulsion des familles de délinquants de leur logement social. C'est ce que souhaite... Généraliser, je dis bien le mot, j'insiste bien. C'est ce que souhaite Gérald Darmanin. Alors, je vais appeler Anthony... Avant d'appeler Anthony Bourret, qui est président de Côte d'Azur Habitat, premier adjoint au maire de Nice, Bernard est avec nous à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. J'avais promis de mettre Bernard à l'antenne. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour aux invités, bonjour aux auditeurs. Qu'est-ce que vous vouliez dire Bernard? Allez. Je voulais dire que la pression monte dans les deux sens, aussi bien de l'opinion publique, parce qu'on est quand même, nous, sur le terrain. Moi, je suis retraité, mais j'ai encore une vie sociale assez, on va dire, engagée. Oui. Et Gérald Darmanin, il met les bouchées doubles.
Voilà, c'est simple. Parce qu'il a, je veux dire, il a derrière lui, on va pas citer les groupes et de droite et extrême, voilà, qui sont là. Et de toute façon, c'est clair qu'il faut, de toute façon, il faut remettre de l'ordre dans ce pays, voilà. C'est ça que je veux dire. Vous dites que vous êtes en accord avec ce que dit Darmanin, Gérald Darmanin. Je suis en accord, bien sûr, il faudra faire, bien sûr, comme on dit chaque fois, parce qu'on fait beaucoup trop de philosophie en France. Un problème, ça y est, on en fait 10 pages, alors que souvent c'est très simple d'aller vers le point A, vers le point B. Vous voyez ce que je veux dire quand il s'agit de la sécurité des gens et du bien fondé social et puis du vivre en commun, quoi, du vivre ensemble. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut appeler les gens ça. Et donc il y aura forcément du cas par cas, mais pas trop non plus. Il faudra faire. Il faudra faire donc généraliser, comme le dit Gérald Darmanin, quoi. Ah ben oui, dès qu'il y aura une trace, une famille qui... De toute façon, c'est pas compliqué. Je veux dire, ça sera quand même le package. Ce sont des gens quand même qui ont des allocations, il faudra bien savoir, parce que là, la plupart, ils ne travaillent pas. Faut arrêter de nous leurrer avec ça. Nous, on continue. Moi, j'ai 71 ans, je travaille encore. Et quand j'entends tout ça, je veux dire, ça me fait pas plaisir, quoi, vous voyez. Oui, mais je le comprends, enfin, je l'entends. Il y a tout ça, on en a marre, et je suis correct, sinon je mettrai 2 M, vous voyez ce que je veux dire, on en a marre d'être ennuyé, agacé par tout ça dans ce pays. On est un pays d'accueil, et on se fait violer sur place. Voilà. Bon, merci Bernard, dans tous les cas, merci. Que répondez-vous à Bernard, François Piquemal? Déjà, je lui dirais à Bernard que je pense qu'il... On va le mettre avec nous toujours. Je pense que moi, je suis d'une circonscription, il y a beaucoup de logements sociaux et je ne vous laisserai pas dire que les gens ne travaillent pas. Il y en a qui ne travaillent pas, évidemment. Il y a du chômage dans ce pays comme partout. Beaucoup font des travaux difficiles, vont au chantier, sont femmes de ménage, sont assistantes maternelles, travaillent dans les hôpitaux. Donc moi, Bernard, avec tout le respect que je vous dois, je ne vous laisserai pas dire que les gens sont des oisifs qui ne travaillent pas. Beaucoup de familles essayent de s'en sortir. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous parlez de sécurité. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui est advenu dans ma circonscription, dans le quartier du Mirail, il y a quelques années. À Toulouse. C'est M. Sarkozy qui est venu virer notre chef de la police départementale de l'époque, Jean-Pierre Avrin, qui avait mis en place la police de proximité. Bien, cette police de proximité, qui était une police du quotidien, qui connaissait les gens, aujourd'hui, elle manque cruellement dans mon quartier, comme dans beaucoup d'autres quartiers, et elle permettait d'avoir en amont de la prévention, y compris mais il y a un avec les retour de la police de proximité. Il y a un retour. Pour éviter d'en arriver à des extrémités, comme le veut M. Darmanin. Il y a une volonté de retour. Elle est où? Oui. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans votre quartier. Je ne sais pas, monsieur Bourdin, mais si, par exemple, on est pour le retour de la on a des police de chiffres à Marseille. J'étais à Marseille il y a peu de temps, pardon, mais à Marseille, il y a un vrai retour de la police, un vrai retour de la police de proximité aussi. Je ne connais pas Marseille. Ça dépend des quartiers. Moi, je connais mieux la ville d'où je viens, qui est Toulouse, et je peux vous dire qu'il y a malheureusement peu de police de proximité et qu'il en faudrait bien davantage et que ça permettrait en amont de résoudre un certain nombre de problèmes liés notamment aux questions de troubles de voisinage. On va mettre Anthony Boré avec nous. Oui, Jean-Pierre Rosenzweig, qu'est-ce que... Non, mais c'est pour dire que c'était une erreur politique majeure de supprimer la police de proximité, mais qui partait d'un raisonnement abracadabrant quand, effectivement, au Mirail, le président Sarkozy disait aux policiers, vous n'êtes pas là pour jouer au baby-foot avec des gosses. Il négligeait le cours numéro 1 de droit administratif qu'on a tous suivi lui-même puisqu'il est avocat, c'est que la police, elle est judiciaire à arrêter des délinquants, mais elle est aussi administrative, empêcher que des gens ne soient délinquants. Quand des policiers jouent au baby-foot, entre guillemets, avec des gosses, c'est pas pour perdre leur temps, c'est pour éviter qu'il y ait de la délinquance et pour éviter qu'il y ait des troubles à l'ordre public et qu'il y ait des victimes. Deuxièmement, et pour en terminer, pour laisser la parole à ceux qui doivent venir, c'est pas seulement la police qui a disparu dans un certain nombre de quartiers, tant mieux si elle revient petit à petit, c'est les travailleurs sociaux. 17 départements ont déjà supprimé la prévention spécialisée, c'est-à-dire les clubs et équipes de prévention, des éducateurs qui vont au contact des jeunes qui sont en difficulté pour qu'ils ne basculent pas dans la délinquance. C'est le service social scolaire qui est en difficulté, c'est le service de santé scolaire, c'est la protection maternelle et infantile. Et je l'écrivais il y a 1 an, et je suis navré de voir ce que vous avez dit dans votre première partie d'émission, que la pédiatrie est en pleine crise. On le savait, ça. Il n'y a pas besoin de plan d'urgence, si vous le voulez. Donc effectivement, j'aurais tendance à dire que cette société libérale est moins sociale que n'était le patronat de combat de la fin du 19e siècle. On se préoccupait des conditions de vie des gens pour qu'ils aillent travailler le lundi matin. Regardez à Lens, il y avait le club de foot qui existe toujours, il y avait la fanfare, il y avait l'habitat. Actuellement, on laisse les travailleurs, les gens, j'allais dire, à eux-mêmes. Il y avait les MJC. Certains sont en difficulté et ils génèrent des difficultés, oui. Bien, Anthony Boré est avec nous, président de Côte d'Azur Habitat, premier adjoint au maire de Nice. Anthony Boré, bonjour. Bonjour. Alors, Côte d'Azur Habitat, c'est un bailleur social, hein ?
On est bien d'accord. Vous gérez combien de logements du département des Alpes-Maritimes, 20 000 logements. 20 000 logements. Bien. 20 000 logements. Alors, que pensez-vous de ce qu'a dit Gérald Darmanin ? Eh bien, moi, je soutiens le ministre de l'Intérieur dans la démarche qui est la sienne, parce que je l'ai expérimenté. Racontez-nous. Il y a à peu près 18 mois, au moment où j'ai occupé ces fonctions, décidé de passer une convention avec le préfet, avec le procureur de la République, que je veux remercier pour son engagement, dans le cadre d'un GLTD, c'est-à-dire d'un groupement local du traitement de la délinquance qu'il a accepté de mettre en place à l'échelle de la ville, et sur le trafic de drogue en particulier, et bien de pouvoir faciliter l'échange d'informations à la demande du bailleur sur un certain nombre de situations. Parce que nous nous rendons compte, cher Jean-Jacques Bourdin, que très souvent un foyer qui est connu pour des incivilités ou pour du trafic de stupéfiants, c'est quelqu'un qui a déjà commis plusieurs incivilités, qui parfois fait de la dégradation de biens publics, parfois encore s'en prend à des forces de l'ordre dans ces quartiers. Et moi, je considère, pour répondre à ce qu'a dit tout à l'heure le député qui est sur votre plateau, que lorsqu'on a la chance de pouvoir bénéficier d'un logement social, eh bien, c'est la République qui fait un geste à votre égard en reconnaissant que vos ressources vous permettent d'avoir un logement à loyer modéré. Et que donc, ceux qui vivent dans les logements sociaux doivent se montrer exemplaires du point de vue du respect des valeurs de la République. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déjà obtenu 22 expulsions sur la base de ces échanges et des procédures que nous initions devant les tribunaux face à ceux qui jettent des tirs de mortier sur les forces de l'ordre ou alors qui trafiquent ou qui dealent dans les appartements ou dans les halls d'immeubles de Côte d'Azur Habitat. Donc 22 expulsions contre des familles. Racontez-nous un peu, des familles nombreuses, des familles... racontez-nous, citez-nous un ou deux exemples. Alors, chaque cas est évidemment particulier, mais pour répondre au magistrat aussi tout à l'heure qui a dit Jean-Pierre quel est le principe qui ferait qu'une famille pourrait voir son logement être expulsée de son logement alors même qu'elle n'est pas concernée directement. Il y a un principe, monsieur le juge, dans le code de la construction et de l'habitat qui indique que le détenteur du bail est responsable des personnes qui vivent sous son toit, que ce soit d'ailleurs ses enfants ou que ce soit des personnes qui l'hébergent. Il est donc évident que si le jeune trafique dans le hall d'immeuble ou dans l'appartement, eh bien la personne qui porte le bail a une responsabilité. A fortiori, évidemment, quand c'est son enfant où l'autorité parentale doit aussi s'appliquer. Donc moi, j'ai un dispositif gradué qui fait que, bien entendu, pour des petits faits, je ne demande pas l'expulsion. Je reçois dans mon bureau, j'échange, je propose même parfois un accompagnement à des familles qui sont un peu débordées avec un partenariat associatif que j'ai engagé. Mais quand la situation devient grave, alors je vous donne deux exemples, Jean-Jacques Bourdin. J'ai obtenu l'expulsion d'une famille pour un jeune qui avait été domicilié chez ses parents et qui avait détruit par incendie le véhicule et avait commis des violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, un surveillant pénitentiaire en l'occurrence. Eh bien, ces faits m'ont paru suffisamment graves. Ils étaient ajoutés au fait que le logement était mal entretenu, qu'il y avait des impayés par ailleurs. Eh bien, j'ai engagé la procédure et j'ai obtenu l'expulsion. De la même manière, sur du trafic de stupéfiants dans un quartier à l'est de Nice, l'un des individus, et c'était pour le coup le titulaire du bail, a été condamné à 10 mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Eh bien, j'ai souhaité, parce qu'il avait aussi une dette locative de plus de 17 000 €, eh bien, engager l'expulsion. Ce sont donc ces deux faits que j'ai portés devant le tribunal qui m'a donné raison pour pouvoir obtenir l'expulsion de cet individu. Vous savez, je suis dans une ville où on produit 1000 logements par an, mais j'ai quand même 16 000 demandeurs qui attendent. Et pour la plupart d'entre eux, évidemment, ils attendent en respectant les lois de la République. Je considère que je leur dois cette justice. Bien. Anthony Boré, vous restez avec nous. Que répondez-vous? Vous comprenez les cas évoqués par Anthony Boré, François Piquemal? J'ai l'impression que M. Boré a l'impression d'avoir inventé l'eau chaude, mais en fait, des expulsions pour impayé de loyer, malheureusement, dans ce pays, il y en a plein. Pas malheureusement. Quand vous êtes, c'est logique, non? Je vais vous dire, dans un pays où il y a 12 millions de personnes en fragilité par rapport au logement, 300 000 personnes
personnes qui sont SDF et une baisse accrue de la construction de logements sociaux depuis des années, bah, ça rajoute du mal logement au mal logement. Après, qu'il y ait des délinquants qui soient condamnés comme tels, et c'est une chose. Moi, je voudrais revenir quand même. Mais je voudrais revenir quand même sur quelque chose. Attendez. François Piquemal. Non, mais Monsieur Bourdin, c'est important. Attendez. Avoir accès au logement social n'est pas une chance. Un délinquant qui est domicilié chez ses parents, qui détruit la voiture du surveillant pénitentiaire et qui même le menace, franchement, vous trouvez logique que... Est-ce que c'est les parents qui ont incendié la voiture? Non, mais enfin, demain, votre môme va incendier une voiture. On vous expulse de votre logement, Jean-Jacques Bourdin? Si mon môme... Par ailleurs, à Nice, incendie une voiture, oui. À Nice, par exemple, il m'entendra chanter, je vous le dis tout de suite. À Nice, on a des villas de gens qui soutiennent la guerre sale de M. Poutine, comme Kerimov ou Pougachev. Est-ce que la mairie de Nice met en place des mesures ou des arrêtés pour saisir leurs villas? Ça n'a rien à voir, ça. Si, parce que je vais vous dire, ils font par exemple des courses de voitures sur la Croisette qui troublent l'ordre public. Il y a eu des articles dessus, je me suis renseigné. La Croisette, c'est à Cannes, oui, c'est à Cannes. Pardon, sur la côte niçoise, excusez-moi. J'ai été peu à Nice dans ma vie, c'est pour ça. Mais est-ce que vous prenez des mesures, par exemple, contre la délinquance financière qui peut exister sur les villas niçoises et qui trouble non pas que l'ordre public, mais le bien commun et les biens publics de la société française? Quelles mesures vous prenez? C'est très important de s'occuper de ce sujet qui relève de l'État d'abord, parce que la délinquance financière, les municipalités et les polices municipales ne peuvent pas grand-chose, ni les bailleurs sociaux sur ce point. Mais restons-en, si vous voulez bien, à notre sujet. Mais pourtant, c'est quelque chose d'important. Mais là, nous parlons des bailleurs sociaux. Sur votre commune, il y a une guerre en ce moment en Ukraine. Le sujet dont nous parlons, qu'est-ce que vous faites? Non, mais attendez, on ne va pas déborder sur la guerre en Ukraine. Là, on n'est plus sur le même sujet. Mais soit on parle de délinquance et du fait que quand on est délinquant, toute la famille doit être expulsée de son logement, mais il ne peut pas y avoir une règle pour les locataires HLM et puis une autre pour les ultra-riches qui sont dans des quartiers séparatistes. Là, je vous parle des logements sociaux et je vous parle des familles. Pourquoi les logements sociaux en particulier? Parce que je me base sur ce qu'a dit Gérald Darmanin. J'interroge Monsieur Bourdin. Pourquoi ces décisions s'appliquerait uniquement aux locataires de logements sociaux? Un logement, c'est pas une chance, c'est un droit humain d'avoir un logement, que vous soyez en logement social ou ailleurs. Alors vous savez ce qu'on va faire? Puisque vous posez la question, je vais appeler maître Romain Rossilandi juste après la pub. Je vais lui poser la question. Est-ce que la déclaration de Gérald Darmanin, restez avec nous, Anthony Boré, est-ce que la déclaration de Gérald Darmanin s'appliquerait aussi au logement en privé? Oui ou non? On va en parler. Oui. Il est 11h29, à tout de suite. Bien, nous avons de nombreuses réactions. Tiens, celle de Tony. Tony qui est à Bordeaux. Bonjour Tony. Oui, bonjour Jean-Jacques. Ça va Tony? Ça va très bien. Bon, vous habitez dans un logement social, Tony. Oui. Alors, que dites-vous? Vous avez eu des voisins, des familles un peu où ça bougeait beaucoup, et avec peut-être dans la famille des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, délinquants? Non, du tout. Ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant. Non, du tout. Bon. Que dites-vous, Tony? En revanche, moi, je dis que, voilà, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Si l'enfant est mineur, effectivement, les parents doivent être rappelés à l'ordre, ils sont responsables de leur enfant, et pour ça, bon, il y a un rappel à la loi, mais si ça continue, il y a forcément, à un moment donné, il va falloir sanctionner. Mais de là à exclure la famille, je suis moyennement... vous voyez, ça m'intéresse pas trop. Moi, je serais plutôt, pour taper au portefeuille, parce que ça se fait mal, c'est sûr. Maintenant, après, quand il est majeur, si la famille est sans ressources, ça va être difficile, mais... Oui, mais... Ou alors d'autres ressources, des ressources non déclarées. Oui, alors dans ces cas-là, oui. Ou alors avec des obligations, vous voyez... alors on coupe les aides sociales, vous dites? Alors oui, il y a ça, ou des stages de citoyenneté, ou je sais pas, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'ils prennent leurs responsabilités, quoi. Vous voyez, moi j'ai ma fille de 15 ans, je la laisse un peu libre, mais si je sais qu'un jour elle part, je serai toujours là pour... Enfin, il n'y a aucune raison qu'elle soit mineure dehors à minuit, à 1h du matin. Enfin, à un moment donné, il faut être responsable, quoi. Je comprends. Tony, oui, Jean-Pierre Rosenzweig, vous voulez dialoguer avec Tony, non? Oui, mais je crois que ce que dit Tony, enfin, non, mais ce que dit Tony, Tony, il n'y a pas de problème. Non, mais il pointe de vrais problèmes, les responsabilités individuelles des parents ou des personnes qui vivent avec un jeune.
Au passage, arrêtons les amalgames, il n'y a pas que les moins de 18 ans qui commettent des troubles à l'ordre public. Oui, c'est ce qu'on disait. Okay. Oui. Mais là, on revient à la question que je posais tout à l'heure, on est responsable de ce qu'on a fait. En l'espèce, ne pas laisser son gosse dans un hall d'immeuble à minuit, c'est une faute. Trafiquer sur la drogue, c'est une faute. Donc, engageons des poursuites à l'encontre des gens qui ont commis des délits. Donc, des parents, si le délinquant est mineur. Et tirons dans les conséquences, par exemple. D'interdire à tel père de famille ou telle mère de famille qui a cautionné, sinon qui a incité à le trafic de drogue de telle ou telle personne, il peut, être interdit de quartier par décision de justice. En d'autres termes, le contrat de location sera ipso facto rompu. Il tombe. Mais il sera puni pour ce qu'il a fait. Ce qui pose problème dans le discours de M. Darmanin, c'est la peine collective. C'est le groupe qui est puni dans son ensemble. Qu'en pensez-vous, Anthony Boré? C'est la peine collective qui pose problème? D'abord, je crois, moi, au principe de responsabilité. Et ne pas, encore une fois, prendre en compte le fait que quelqu'un qui a un logement social a la responsabilité des personnes qui vivent sous son toit, c'est de déresponsabiliser. La deuxième chose, c'est que le bailleur social a toujours l'opportunité d'assigner ou de ne pas assigner devant le tribunal pour expulsion. Oui, mais il doit faire je ne le fais qu'après avoir échangé avec la famille, après avoir compris si la famille avait une part de responsabilité dans ce qui se passait. Je crois qu'il faut faire confiance aussi à ceux qui ont la charge d'assigner ou de ne pas assigner. Moi, j'ai une graduation des sanctions. Je n'assigne pas quelqu'un pour expulsion quand je ne l'ai pas reçu et que je sens que la situation elle est complètement partagée par la famille. Et ça, c'est important de le dire. Alors, est-ce qu'il faut... Anthony Boré, cadre législatif. Donc, ce n'est pas généralisé, Anthony Boré. Individualisé. C'est individualisé. C'est toujours individualisé, mais là où Gérald Darmanin a raison, c'est que la jurisprudence sur ce sujet est assez fluctuante et que nous aurions besoin d'une loi cadre qui vient. Donc il faut selon vous, clarifier la législation sur les expulsions. Absolument, tout à fait. Est-ce qu'il faut clarifier la législation sur les expulsions ? Je crois que M. Boré dit tout et son contraire. À la fois, il faut une loi qui généralise et il dit qu'il faut une pratique individuelle. Alors moi, je n'arrive plus à comprendre. Je pense que le droit est relativement clair. Avant de venir ici, je relisais un certain nombre de décisions de justice. Effectivement, concernant l'expulsion, les magistrats, au regard de la loi, recherchent des éléments factuels concrets. M. Boré nous en a donné, sur les deux exemples tout à l'heure qu'il a pris, nous a donné des éléments factuels. Le non payé de loyer, l'autre hypothèse, j'ai oublié. Bon, et c'est à ces arguments-là que les juges se réfèrent pour effectivement accepter la rupture du bail. Il y a des contrats, mais l'idée du contrat passé entre finalement la justice, les élus, les bailleurs, la force publique... C'est un contrat de démarche. C'est un contrat de démarche, on dit qu'on va s'informer. Moi, le parquet, je dis je vais être sensible à ces situations. Moi, le juge, je vais m'organiser pour qu'il y ait des audiences. Mais on ne décide pas de ce qu'il faut faire dans telle situation précise. Sinon, c'est plus un pays de droit. Je vous rappelle que l'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir politique quand même. Parce que sinon, ça poserait problème. Maître Romain Rossilandi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier. Alors, est-ce que ce qui est vrai dans le public, le logement public, pourrait être vrai dans le logement privé ? Alors, moi, je vais essayer de mettre tous vos invités d'accord, là, parce que j'ai entendu un peu, j'ai écouté le début de l'émission, je suis tout à fait d'accord avec le magistrat, pour rappeler que d'abord, une expulsion est nécessairement prononcée par un juge, après un procès équitable, si vous voulez, c'est pas un préfet qui peut décider d'une expulsion. Le seul cas où un préfet peut décider d'une expulsion, c'est en matière de squat. Quand on a un squatteur, et c'est un texte spécifique prévu par la loi, qui est l'article 38 de la loi Dallot. C'est le seul cas. Malheureusement, ça prend du temps, bien souvent. Ça, bien sûr, ça ne me branchez pas là-dessus, c'est ma spécialité. Et là-dessus, M. Darmanin, il est le premier à ne pas accorder le concours de la force publique quand on a des squatteurs. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Alors pourquoi vous êtes... Attendez, ne la fermez pas trop vite, maître. C'est-à-dire qu'en cas de squat... un immeuble squatté, un appartement squatté, pour vous, il faut absolument intervenir tout de suite. Pour moi, c'est pas moi, c'est le législateur qui en a décidé. C'est la loi qui le dit. Il y a une loi qui prévoit que dans ce cas-là, le cas de squat, le préfet, sans passer par la procédure judiciaire d'expulsion qui est très longue, si vous voulez, peut accorder le concours de la force publique sans décision du juge. C'est vraiment le seul cas unique. Sans décision du juge. C'est intéressant de savoir. Voilà. Parce qu'en France, effectivement, comme vous l'avez rappelé, la peine est personnelle. Il n'y a pas de punition collective, c'est absolument impossible. Le cas où, et je fais beaucoup de contentieux locatifs, donc je connais ces questions, un bailleur qui soit privé
pour répondre à votre question, ou un bailleur social comme à Nice pourrait très bien engager une procédure d'expulsion contre son locataire, donc le titulaire du bail, mais également pour des faits qui auraient été commis par les occupants de son chef. Je dis non, les occupants de son chef et uniquement dans les lieux loués. Il ne s'agit pas d'ordonner... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour ça l'histoire du rodéo, là. Moi, je ne comprends pas non plus. J'aimerais bien voir la décision. Parce que si le rodéo a eu lieu sur le parking de l'immeuble, on pourrait l'admettre. Mais si le rodéo a eu lieu à 15 km des lieux loués, il n'y a aucune raison que ce rodéo ait pu entraîner une expulsion, une résiliation judiciaire du bail. Je ne comprendrais pas la décision du juge, si vous voulez. Pour Nice Habitat, moi, j'ai regardé la fameuse convention de partenariat. Ils ont été très inventifs. Effectivement, il y a un partenariat entre le préfet, le procureur de la République, la ville de Nice et l'office HLM. Qui prévoit que quand il y a une procédure d'expulsion qui est déjà engagée, en fait, et souvent pour des impayés de loyer, parce que obtenir une expulsion judiciaire quand il n'y a pas d'impayé de loyer, c'est quasiment impossible. Et croyez-moi, je suis tous les matins, moi, en audience devant les juges de contentieux de la protection. Donc il faut évidemment des arguments des impayés pour pouvoir obtenir une résiliation judiciaire. Mais dans ces cas-là, effectivement, à Nice, ils ont prévu un règlement intérieur pour les 20 000 logements qui vient être annexé au contrat de location, donc ça devient contractuel. Et là, effectivement, les locataires s'engagent à ne pas avoir... Donc c'est contractuel, il faut que ça soit contractuel. Ah bah selon moi, oui, c'est ça l'idée et l'ingéniosité qu'ils ont eue à Nice, si vous voulez. Parce que c'est le principe du contrat, oui. Ben voilà, là, on s'engage à ne pas dégrader l'immeuble, à ne pas dégrader les parties communes, à ne pas avoir de comportement agressif. Et ça, effectivement, dans le cadre du procès, ça peut être effectivement soumis au juge et effectivement le juge dira en plus vous êtes engagé contractuellement dans un règlement intérieur. Anthony Boré, attendez, Romain Rosselandi. Anthony Boré, c'est contractuel donc? Absolument, c'est vrai que nous avons dans le même temps réformé notre règlement intérieur pour prévoir cette graduation des sanctions et chaque locataire doit effectivement le signer. Moi je veux dire que j'ai obtenu aussi des décisions d'expulsion sans dette locative, maître, notamment quand mes agents sont agressés. Puisque j'ai des agents sur le terrain, lorsque l'un d'eux est agressé et que je fais valoir ses rapports vis-à-vis du juge, il m'est arrivé d'obtenir, là aussi, la résiliation du bail. Donc, sans dette locative, on peut parfois y parvenir. Maître Romain Rosselandi. C'était le gardien de l'immeuble ou l'agent sur place, ça oui. Je peux l'entendre. Oui, si vous voulez. C'est vrai on peut le comprendre, il y a une logique, si vous voulez, mais à partir du moment... encore une fois, moi je ne sais pas ce que voulait dire le ministre de l'Intérieur, parce que si son idée... c'est d'intervenir dans les procédures judiciaires. Évidemment qu'on ne peut pas, et c'est un véritable scandale. Je ne crois pas. Je pense que son idée, c'est de dire, dans les dossiers qui ont fait l'objet d'une décision d'expulsion, qui sont en attente en préfecture, et il y en a beaucoup, croyez-moi, on va privilégier, je vais donner comme consigne aux préfets, à mes préfets, d'accélérer les octrois de concours de force publique dans ces dossiers-là, quand il y a des délinquants. Ça, je peux l'entendre, à la limite. Mais que le ministre vienne intervenir dans une procédure judiciaire, c'est absolument pas possible, c'est pas envisageable. Je pense pas que ce soit ça son idée, mais quand il généralisait l'expulsion des familles de délinquants, on peut se poser la question quand même. Bien, merci maître Romain Rosselandi. Nous allons terminer 11h42. Tiens, je vais prendre Laurent qui est à Mérignac en Gironde et qui va intervenir lui aussi, mais juste après la pub. À tout de suite. Bien, vous réagissez 0826 300 300. Laurent est à Mérignac. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous vouliez dire Laurent? Pour moi, en fait, je suis plutôt partagé sur tout ça. Je pense qu'il faut faire respecter les stades de droit, en fait, tout simplement. Ça commence par là. Après, expulser les gens, c'est peut-être déplacer un problème. Donc, il y a peut-être un encadrement à faire. Oui. Et certainement une sanction un peu différente que de déplacer le problème, mais d'aller peut-être taper sur tout ce qui est... les aides qui sont attribuées aux gens concernés, parce que ça permettrait de responsabiliser le délinquant, puisqu'il va pénaliser toute sa famille, et puis aussi la famille qui va responsabiliser l'ensemble des membres pour pouvoir éviter de se retrouver avec des sanctions. Donc mon idée est de faire plutôt un cercle vertueux, certes forcé et contraint par un point économique, mais il faut bien trouver une solution. Il faut bien trouver une solution parce que quand même, pardon, tous les deux, mais je pense aux voisins, moi, de famille où des délinquants sévissent. Je pense aux voisins. Ça devient, pour certains voisins, insupportable à vivre. Mais vous voyez, depuis tout à l'heure, oui. Je trouve qu'on a un débat à l'envers. C'est-à-dire qu'on est avec une voiture qui est dans le mur, et donc on se demande comment retirer la voiture du mur. Mais on ne se demande pas comment faire
pour éviter que la voiture aille dans le mur. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a des troubles de voisinage. Oui. Regardez, il y a des troubles de voisinage, ça existe. Personne ne le nie. Comment on fait en amont pour éviter qu'il n'y ait plus de troubles de voisinage? Parce que c'est ça le problème. Et on parle jamais de ça. On parle juste du bout de la chaîne. Parce que vous pensez qu'il faut aller aux racines du problème. Et le racine du problème, c'est un manque de moyens humains, notamment en matière de prévention, que ce soit au niveau des éducateurs, que ce soit au niveau de la police de proximité. Il faut les deux. Mais peut-être, il faut à la fois effectivement penser en amont, mais il faut aussi sanctionner. Vous le savez bien, François Piquemal. Une fois qu'on a parlé de la sanction, et franchement, on découvre, je le redis, on découvre pas l'eau chaude avec tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Il y a des cadres juridiques qui existent depuis longtemps et qui s'appliquent en cas de telle ou telle... Il faut que la loi soit appliquée, simplement. Une fois qu'on a parlé de la sanction, quand a-t-on parlé de la prévention ici? On n'en a pas parlé. Quand a-t-on parlé du problème qu'il n'y avait pas assez dans certains nombres de blocs, de logements sociaux, de présence humaine, de médiateurs? Même moi j'étais avant conseiller municipal à la ville de Toulouse, je le suis encore pour quelques temps. J'ai proposé un vœu pour le retour des concierges dans les immeubles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, il n'y a plus de lien humain pour faire de la médiation, ne serait-ce qu'entre les gens. Parce que des problèmes de voisinage, vous savez, on parle des délinquants, mais ça peut être aussi le bruit qu'on fait avec des travaux, le bruit des mômes, etc. Donc ça peut créer du sentiment d'insécurité, même si ce n'est pas qualifié pénalement comme des choses qui sont répréhensibles. Donc on ne parle pas de ça et je trouve ça dommageable et ça montre un aveu aussi d'inefficacité de la politique de sécurité. C'est-à-dire si on arrive à des situations qui sont ingérables et qui doivent passer devant la justice, c'est qu'il y a un échec de les avoir traités en amont. Et moi c'est ça que je relève de tout ce débat, c'est qu'en gros M. Darmanin arrive au bout de la chaîne et ne prend pas le problème à la racine. C'est-à-dire comment on fait pour vivre, tout à l'heure votre auditeur, je n'étais pas d'accord avec lui, mais il disait un mot, c'est vivre ensemble. Comment on fait pour vivre ensemble dès le départ et que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de conflit comme ça de voisinage qui dégénère et qui fasse qu'à un moment soit insupportable et qu'on arrive à des déclarations à l'emporte-pièce qui disent tout et leur contraire d'un ministre de l'Intérieur. Oui, Jean-Pierre Rosenzweig. Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut effectivement avoir une politique de prévention pour faire en sorte qu'à terme, il n'y ait plus ce type de situation, en tout cas qu'il y en ait moins. Mais dans le même temps, c'est ce que vous disiez, M. Bourdin, il faut traiter les situations telles qu'elles sont aujourd'hui. Bien sûr. Si effectivement un jeune... Il faut une réponse aujourd'hui, une réponse urgence, de l'urgence. Un jeune commet des délits. Oui. Il doit y avoir une intervention judiciaire du juge pour enfants, sinon éventuellement d'un juge d'instruction, et avec des mesures en urgence qui peuvent être prises le soir même, le jour même de sa sortie de la garde à vue. Il est présenté au tribunal, il est mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter le quartier. Je l'ai fait 1001 fois, les magistrats le font quasiment quotidiennement. Mais la difficulté dans ce que dit M. Darmanin, c'est la généralisation. Parlons de choses très très précises. Si effectivement une jeune personne commet des agressions, commet des vols, commet un trafic de drogue, il doit y avoir une réaction policière, il faut interpeller. Le vrai problème est d'abord policier, interpeller. Et deuxièmement, judiciaire, avec les procédures qui existent, on peut, le soir même, éliminer, entre guillemets, le problème du quartier. Oui, le lendemain, il est là. C'est vrai ou pas? Il y a ce qu'on appelle aussi la prison. Il est revenu le lendemain? Non, ça c'est... non. Il peut être revenu. Mais s'il viole le contrôle judiciaire, il peut être incarcéré. Donc il reviendra à ce moment-là, le lendemain, il ne reviendra pas le surlendemain. Voilà. Arrêtons de laisser. Il peut être incarcéré. Non, il peut ou il doit. Le magistrat que je suis vous dira jamais l'obligation de. Il faut individualiser les réponses. Il faut comprendre de quoi on parle. Mais si effectivement quelqu'un passe son temps à commettre des infractions, pour ne pas dire des délits, très très concrètement, la justice a les moyens d'intervenir et de priver celui-là de liberté au nom de l'ordre public. Bien. Point barre. Il peut être mis en détention provisoire, sinon condamné immédiatement. Pas seulement détention provisoire, condamné. Anthony Bourret, il faut les deux? Bien entendu qu'il faut les deux. Et d'ailleurs, nous avons mis des médiateurs, notamment de nuit, dans tous les quartiers de Nice. Et j'ai parlé tout à l'heure, moi, de prévention, monsieur le député, quand j'ai instauré un conseil des droits et devoirs des locataires dans lequel je reçois les familles. Et j'essaie parfois de leur proposer un accompagnement quand cela me semble utile et qu'elles sont volontaires pour le faire. Pour autant, je suis quand même dans l'idée que la déclaration de Gérald Darmanin a aussi pour objectif de faire prendre conscience aux bailleurs sociaux qu'ils ont un rôle à jouer en matière de lutte contre le trafic du stupéfiant. J'ai d'ailleurs 12 bailleurs sociaux différents du mien qui sont désormais d'accord
pour rentrer dans le dispositif de la convention partenariale tel que je l'ai exposé tout à l'heure. Ça n'était pas le cas avant. On estimait qu'un bailleur social, c'était là pour construire et pas pour s'occuper de la tranquillité de la résidence, voire même de demander l'expulsion quand au bout d'un certain nombre d'années, une famille, parce que c'est souvent le cas, dans un immeuble tout entier, eh bien, pollue la vie de tous les autres. Et je crois qu'il faut envoyer ce message, c'est extrêmement important, ça a aussi une vertu, ça se dit dans les quartiers, et c'est évidemment pour moi tout à fait majeur. Et donc je crois que ce dispositif collectif de bailleurs sociaux qui affirment qu'ils ont aussi un rôle à jouer en matière de tranquillité résidentielle, eh bien c'est une notion à laquelle je suis attaché. François Piquemal. Oui, je pense que c'est bien que M. Darmanin dise aux bailleurs sociaux ce qu'ils doivent faire. Ce serait mieux qu'ils rétablissent un certain nombre de financements qui leur permettent d'avoir des moyens humains et matériels pour assurer leur mission. Par ailleurs, vous avez parlé du trafic de stupéfiants. Eh bien, c'est bien dommageable, et on en revient au début, que la police judiciaire soit démantelée alors que c'est elle qui est en pointe pour faire des enquêtes au long cours pour démanteler les gros trafics de stupéfiants. Donc vous voyez, M. Darmanin, c'est double discours, parce que je pense que le trafic de stupéfiants, c'est pas sa priorité aujourd'hui, vu les réformes qu'il fait. Je vous ai pas coupé, monsieur, soyez respectueux. Non, mais on n'est pas là pour ce... Non, mais je le dis pour finir ma phrase, Piquemal, monsieur Bourdin. On dirait... Non, mais vous êtes un peu la caricature du jeune politique. Et par ailleurs... C'est bien, mais parce que vous êtes enthousiaste. Par ailleurs, monsieur Bourdin, on est bientôt... de couper. Non, on est bientôt on n'est pas à l'Assemblée nationale ici, vous savez. Certes, j'en conviens. J'en conviens. Bon, alors, Anthony Boré, oui, vous réagissez ? Oui, je réagis en disant que d'abord, il ne s'agit pas de démanteler la police judiciaire, mais de la placer sous une autorité fonctionnelle qui soit unique. Oui, ça, c'est un autre débat. Par ailleurs, on ne va pas entrer ce débat. Je voudrais quand même que chacun ait conscience que le trafic de stupéfiants gangrène un certain nombre de quartiers et que c'est lui qui nuit à la mixité sociale. Si on veut favoriser la mixité sociale, moi, combien de familles j'essaie de loger dans des quartiers difficiles parfois et me disent non parce que je ne veux pas que mon enfant vive au milieu des dealers. On peut le comprendre. C'est le point de départ de tout. La lutte contre le trafic de stupéfiants, si on ne réussit pas cette lutte-là, il n'y aura plus de mixité sociale, monsieur le député. Et c'est ce sujet justement, qui est le sujet. la police judiciaire, alors. Non, mais c'est un autre débat, ça. Je suis pas d'accord. Parce que la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est ça aussi, monsieur Bourdin. François Piquemal, je ne vais pas ouvrir ce débat sur la réforme de la police. Ce n'est pas le sujet du jour. Peut-être. Une autre fois peut-être. Mais ça concerne le trafic de stupéfiants, en l'occurrence. Sur une autre émission. Bon. Mais là, terminé, Anthony Boré. Non, je disais simplement que c'est pour moi le point de départ de tout, et y compris des questions de mixité sociale et de construction. Vous savez, je viens de livrer une résidence neuve à Nice, elle est déjà squattée par des dealers, alors qu'elle est neuve, avant même que les locataires aient pu prendre possession. Je travaille avec le syndic et avec le préfet pour faire face à cette situation, mais si on ne règle pas la question du trafic de stupéfiants, qui est pour moi la base de toute politique de mixité sociale, qui est à la base de toute politique d'accompagnement, eh bien nous n'arriverons pas à faire en sorte que des familles qui habitent dans d'autres quartiers puissent accepter d'être dans des quartiers plus difficiles. On ne va pas ouvrir le débat non plus sur le trafic de stupéfiants. Là encore, c'est un autre sujet. Comment faire pour... éradiquer, on n'y arrivera jamais, mais comment faire pour faire baisser ce trafic-là? Là, il y a des quantités. Idées. Alors là, on a quelques idées. Oui, mais alors là, vous avez quelques idées. On ouvrira le débat. Un jour, il faudra ouvrir le débat parce que ça, c'est un autre débat et vaste débat sur le trafic de stupéfiants. Et on oublie toujours, d'ailleurs, dans le trafic de stupéfiants, les consommateurs de stupéfiants, qui ont aussi leur part de responsabilité. Bien, merci Anthony Boré. Merci. Merci vraiment. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Pierre Rosenzweig? Non, mais simplement... La loi doit être changée ou pas? On doit faire évoluer la loi ou pas? Est-ce que le cadre législatif est suffisant aujourd'hui? Et moi, il me semble qu'il est suffisant. Dans ce domaine-là, comme dans beaucoup de domaines, l'enjeu n'est pas de changer la loi, mais de l'appliquer. Oui, l'appliquer. On pourrait le démontrer dans 1000 et un domaines. Oui, alors maintenant, de temps en temps, et dans le champ que je connais le mieux, la protection de l'enfance, j'ai poussé moi-même à certaines évolutions législatives. Oui. Mais ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que les plus belles lois du monde ne changent pas les réalités si sur le terrain, il n'y a pas une politique sociale, des policiers, des travailleurs sociaux, une justice sociale, j'en passe et des meilleurs, effectivement. Oui. C'est un travail collectif. Voilà. Simplement, ce que démontre le débat qu'on vient d'avoir, c'est que la formule globale du ministre de l'Intérieur, il faut généraliser l'expulsion
des familles délinquants, c'est une approche tellement globale qu'elle ne permet pas de traiter les situations. C'est de l'affichage politique. Et je disais en plaisantant tout à l'heure, mais qu'à la limite, M. Darmanin, il fait petite main. Il joue petite main. Oui, parce que Nicolas Sarkozy, il y a 15 ans, lui avait proposé carrément de poursuivre pénalement les parents de mineurs délinquants. Donc on revient à ce type de stratégie globale. C'était le cran au-dessus. Mais ce type de stratégie globale ne résout rien. C'est une satisfaction intellectuelle, c'est une posture morale, c'est une posture politique, mais pas technique. Bien, il faut faire du cas par cas, ce qui a été fait à Nice.